Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat toujours, comment ça va Nat? La forme et toi? Bah ça va super, donc là on est parti pour le dernier épisode Sénèque, la vie heureuse. Et ouais, c'est déjà la fin. C'est passé vite. Ouais, c'est passé assez vite. Il manque du texte, donc je vais te laisser nous faire la lecture et on va devoir essayer d'aller plus loin que son texte, je pense pour... Ouh, voilà, t'es bien ambitieux, hein. Bon, attention, bon matin. hein. Déjà, ouais, on va se lancer dans la lecture et puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en dire, ouais. Alors, c'est parti. Pourquoi je ne l'aimais pas au nombre des biens et quelle attitude différente de la vôtre j'adopte à leur égard, puisque nous admettons tous qu'il faut les posséder. Écoutez ce que j'en dis. Placez-moi dans la maison la plus somptueuse. Donnez-moi de l'or et de l'argent à profusion. Eh bien, je ne me jugerai pas moi-même en considération de ces avantages, qui, même s'ils sont chez moi, me restent cependant extérieurs. Emmenez-moi au pont Sublicius, et jetez-moi parmi les indigents. Je ne mépriserai pas pour la seule raison que je suis assis au milieu de ceux qui tendent la main pour demander l'aumône. Qu'importe qu'il manque un morceau de pain à celui à qui n'est épargnée la possibilité de mourir. Ce que je veux dire, la maison splendide, oui certes, je l'aime mieux que le pont. Entourez-moi d'un mobilier magnifique, d'un luxe raffiné. Je ne me croirai pas plus heureux parce que j'ai un coussin moelleux, ou qu'on étend des tapis de pourpre pour mes convives. Changez mon matelas. Je ne serai en rien plus malheureux si ma nuque fatiguée repose sur une poignée de foin. Si je couche sur une paillasse de gladiateur dont la bourre passe à travers les rapiessages d'une vieille toile. Qu'entends-je par là? J'aime mieux montrer mon âme revêtue de la toge, prétexte. Il manque une partie de texte. Que passent tous mes jours selon mes vœux, que j'ai lieu d'enchaîner les actions de grâce aux actions de grâce, je ne m'en ferai pas accroître pour autant. Changer en son contraire cette bienveillance du sort que, ici ou là, des pertes, des deuils, des épreuves variées viennent frapper mon âme, j'entends bien ne jamais perdre mon temps en lamentation. Et ce n'est pas pour cela que, au milieu de tous ces malheurs, je me dirai malheureux, que je maudirai mes jours, car j'ai fait ce qu'il fallait, pour qu'aucun ne soit un jour noir. Ce que je veux dire par là, je préfère modérer mes joies que réprimer mes douleurs. Le grand Socrate te le dira. Imagine que je sois vainqueur de toutes les nations réunies, que le char moelleux de Libère me transporte triomphant du Levant jusqu'à Thèbes, que les rois viennent me demander des lois, je songerai avant tout que je ne suis qu'un homme, alors même que je serai salué de toutes parts comme un dieu. Par un renversement complet, précipite-moi du haut de ce fait sublime. Que je sois porté sur la litière des captifs pour orner le cortège triomphal d'un vainqueur étranger, orgueilleux et farouche. Je ne serai pas rabaissé parce que je suis traîné par le char d'un autre au lieu d'être debout sur le mien. Qu'entends-je par là? Oui, j'aime mieux être vainqueur que captif, tout en n'ayant que mépris pour tout l'empire de la fortune. Si j'ai le choix, j'en prendrai ce qu'elle peut offrir de meilleur. Qu'importe ce qui peut m'échoir, cela deviendra un bien, mais j'aime mieux que ce qui m'est réservé soit plus facile à vivre, plus agréable et moins pénible à endurer. Il ne faut pas croire qu'il puisse y avoir vertu sans labeur, mais si certaines vertus nécessitent un aiguillon,
d'autres veulent un frein. Tout comme le corps doit être retenu dans une descente et poussé dans une montée, de même, certaines vertus sont sur une descente, d'autres au pied d'une colline. Peut-on douter que monte, faste effort et lutte, l'endurance, le courage, la persévérance et toutes les vertus qui font front aux duretés du sort et domptent la fortune? Et n'est-il pas aussi évident que c'est sur une descente que marchent libéralité, tempérance et mansuétude? Pour celle-ci, nous retenons notre âme de peur qu'elle ne glisse trop en avant. Pour celle-là, nous l'exhortons et la stimulons avec la plus grande ardeur. Aussi, réagirons-nous à la pauvreté par les vertus les plus vaillantes au combat, et à la richesse par les plus attentives. Celles qui avancent posément et n'ont point de peine à supporter leur fardeau. Cette distinction faite, je préfère avoir à faire usage de celle qui requiert le plus de tranquillité que de celle dont la pratique demande du sang et de la sueur. Donc, je ne vis pas autrement que je parle, dit le sage, mais c'est vous qui entendez autre chose. Le son seul de mes paroles parvient à vos oreilles. Vous n'en cherchez pas la véritable signification. Quelle différence y a-t-il donc entre moi le sot et toi le sage, si nous voulons posséder tous les deux? Une énorme différence. Chez le sage, les richesses sont serves. Chez le sot, elles règnent. Le sage ne permet rien aux richesses. Elles vous permettent tout. Vous, comme si quelqu'un vous en avait promis la possession éternelle, vous vous y accoutumez. Vous êtes englué par elle. Le sage pense surtout à la pauvreté, même quand il est au milieu des richesses. Jamais un général ne croit assez en la paix pour ne pas préparer la guerre, même si les combats n'ont pas commencé, dès qu'elle est déclarée. Mais vous, une belle maison, comme si elle ne pouvait ni brûler ni s'effondrer, vous rend insolent, et les richesses vous éblouissent, comme si elles étaient une garantie contre tout danger ou trop grande pour que la fortune puisse parvenir à les anéantir. Vous jouez oisivement avec les richesses, sans prévoir qu'elles peuvent être menacées, comme les barbares assiégés, ignorants de l'usage des machines de guerre, qui regardent sans réagir le travail des assiégeants, sans comprendre à quoi servent ces constructions qu'on élève à distance. Vous faites de même. Vous pourrissez au milieu de vos biens, sans songer combien de malheurs vous menacent de toutes parts et sont déjà tout prêts à emporter un précieux butin. Celui qui enlèvera ses richesses au sage lui laissera tout son bien, car il vit dans l'allégresse du présent et sûr du futur. Aucune volonté, dit le grand Socrate, ou un autre qui a la même autorité et la même force contre adversité, n'est plus grande en moi que celle de ne pas conformer ma vie à vos opinions. Vous pouvez bien accumuler les critiques accoutumées. Je ne considérerai pas que vous m'insultez, mais que vous agissez comme de malheureux nouveau-nés. Voilà ce que dira celui qui a atteint la sagesse, à qui une âme exempte de vice ordonne de dire leurs faits à ses semblables, non par animosité, mais pour leur guérison. Et il ajoutera, « Votre jugement m'importe, non pour moi, mais pour vous. Car s'en prendre à la vertu avec des cris de haine, c'est s'amputer de tout espoir d'amendement. Vous ne me faites aucun tort, non plus qu'aux dieux dont on renverse les autels. Mais même quand on a pu nuire, une mauvaise intention ou un mauvais dessein apparaissent. Vos divagations ne me font pas plus d'effet qu'à Jupiter très bon et très grand les inepties des poètes, dont l'un lui met des ailes, un autre des cornes, un autre prétend qu'il découche et se livre à des amours adultérines, un autre qu'il est cruel envers les autres dieux, ou bien inique envers les mortels, qu'il est le ravisseur d'hommes innocents et même de ses proches, qu'il est parricide et usurpateur du trône paternel. Tout cela n'a d'autre résultat que d'enlever aux hommes la honte de leurs fautes
en leur faisant croire que leurs dieux sont comme eux. Quoique vos propos ne me nuisent en rien, je vous admoneste cependant pour votre propre bien. Admirez la vertu. Croyez en ceux qui proclament s'être longtemps réglés sur quelque chose de grand, et dont la grandeur se manifeste chaque jour davantage. Vénérez-la comme les dieux, et vénérez ceux qui la professent comme des médiateurs avec les dieux. Toutes les lois qu'on mentionnera devant vous, des écrits sacrés, que votre langue soit favorable. Ce mot ne vient pas, comme croient la plupart des gens, de faveur, mais il impose le silence pour que le sacrifice puisse être accompli selon le rite, sans qu'aucun son malencontreux ne vienne le troubler. Cela, il est beaucoup plus nécessaire de vous l'ordonner à vous, pour que chaque fois que cet oracle se prononcera, vous l'écoutiez attentivement et sans maudire. Quand un individu, secouant un sistre, ment par ordre, quand un individu habile à se taillader superficiellement les muscles, couvre de sang ses bras et ses épaules, quand quelques femmes hurlent en rampant sur les genoux dans la rue, ou qu'un vieillard vêtu de lin, portant un laurier et une lampe allumée en plein jour, proclame que quelqu'un des dieux est en colère, vous accourez, vous l'écoutez et, vous excitant mutuellement à l'ébahissement, vous affirmez qu'il est un envoyé divin. Voici Socrate qui, de cette prison qu'il a purifiée en y entrant et rendue plus honorable que toute curie, proclame : quelle est cette folie ? Quel est cet instinct ennemi des dieux et des hommes, qui fait diffamer les vertus et profaner les choses saintes par de méchants discours ? Si vous le pouvez, louez les gens de bien. Sinon, passez. S'il vous plaît de pratiquer votre affreuse licence, jetez-vous les uns sur les autres. Car si vous divaguez contre le ciel, je ne dis pas que vous commettez un sacrilège, mais que vous perdez votre temps. J'ai moi-même fourni autrefois à Aristophane matière à plaisanterie. Toute la clique des poètes comiques a dardé contre moi. Toute la clique des poètes comiques a dardé sur moi ces traits vénéneux. Ma vertu est devenue illustre, grâce au procédé qu'on employait pour la persifler. Il lui a été utile d'être montré du doigt et harcelé. Et personne n'en comprend mieux la portée que ceux qui en ont senti la résistance en l'égratignant. Car nul ne connaît mieux la dureté du silex que ceux qui le frappent. Je me montre pareil aux rochers des fonds marins, que les flots, malgré leur va-et-vient en tous sens qui ne cessent de le frapper, ne peuvent ébranler ou éroder par leurs multiples assauts. Assaillez-moi, agressez-moi, je vous vaincrai en vous supportant. Tout ce qui s'attaque à des obstacles solides et inébranlables exerce sa force à son détriment. Aussi, cherchez quelque matière molle et malléable où vos traits pourront s'enfoncer. Vous avez tout loisir de scruter les mots des autres et de prononcer des jugements sur qui vous voudrez. Pourquoi ce philosophe a-t-il une maison si vaste ? Pourquoi donne-t-il chez lui ces dîners si délicats ? Vous regardez les boutons des autres alors que vous êtes couvert d'ulcères. C'est comme si quelqu'un se moquait d'une tache ou d'une verrue sur un corps magnifique en étant soi-même dévoré par une gale féroce. Réprouvez Platon parce qu'il a recherché l'argent, Aristote parce qu'il en a reçu, Démocrite parce qu'il l'a négligé, Épicure parce qu'il l'a dépensé, à moi, reprochez Alcibiade et Phèdre. Vous serez finalement ravis d'imiter nos défauts dès que l'occasion s'en présentera. Que n'examinez-vous plutôt vos propres maux, qui vous minent de toutes parts, les uns courant sur votre peau, les autres brûlant au fond de vos entrailles. Les choses humaines ne sont pas de telle nature que vous puissiez vous permettre, même si vous êtes peu conscient de votre état, de faire marcher à loisir votre langue pour médire les plus vertueux. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Et vous vous donnez un air qui ne correspond pas à votre situation, comme ceux qui s'amusent au théâtre ou au cirque,
alors qu'un deuil frappe leur maison et qu'ils ne sont pas encore au courant de ce malheur. Mais moi, qui regarde de haut, je vois bien quelle tempête vous menace et font éclater sur vous plus tard ou bien, toute proche, s'apprête à vous emporter, vous et vos biens. Qu'ajouter, maintenant même, bien que vous ne vous en rendiez pas compte, est-ce que la tourmente ne roule pas dans ces tourbillons, n'enveloppe pas vos âmes qui fuient, toujours en quête des mêmes choses, tantôt enlevées dans les airs, tantôt fracassées au fond des abîmes. Et la fin du texte est perdue. Donc voilà ce qui conclut la lecture du livre La vie heureuse de Sénèque, avec le dernier chapitre. Merci à toi, merci pour cette lecture. Ça fait bizarre de voir qu'il n'y a plus rien après. Ouais, c'est fini. Oui, ça se termine un peu. En fait, c'est pas fini, mais on n'a pas la fin, malheureusement. Ouais. C'est dommage que ça se finisse comme ça, quoi. Ouais. Et qu'on n'a pas le reste. Alors, comme dirait Sénèque, qu'ajouter, que dire de tout ça? Ce que je comprends, c'est qu'il parle déjà de... Mais en gros, encore du matérialiste. Il s'en fout d'avoir... Lui, il peut avoir plein d'argent, mais c'est pas ça qui le fera être heureux. Oui. Genre s'il perd tout du jour au lendemain, il s'en bat les couilles. Ouais. Il n'est pas attaché, en fait. En gros, ce qu'il dit, c'est que l'argent, Mais pourquoi dans ces cas-là, il en a alors, s'il n'y est pas attaché? Justement, parce que... Pas se voiler la face. La plupart des gens, ils préfèrent vivre dans une maison où... Avec l'argent, tu peux faire des trucs que tu peux pas faire. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Et tu préfères dormir dehors ou dans une maison? Ça, c'est ce qu'on lui pose comme question. Lui, il préfère dormir dans une maison. Voilà. Mais si on lui vole tout à l'intérieur de sa maison, il n'est pas attaché à tout ça. On va dire c'est superficiel. En fait, je pense qu'il veut parler surtout, et ça marche aussi avec les gens d'aujourd'hui, l'argent, ça fait tourner la tête. L'argent, ça rend fou. Ouais. Regarde, tu prends l'exemple de Justin Bieber, tu vois, le mec, quand il était une star, il a été jeune, et après, il est parti en couille, il a fait plein de conneries bizarres. Ouais, il est complètement... il est devenu complètement déconnecté. Il me semble qu'il y a eu un passage où il est retourné vers Dieu ensuite, mais là, je sais pas trop ce qu'il est devenu. On le voit un peu moins en ce moment. Moi non plus, mais il y a des trucs que je me suis posé comme question, j'avoue. Je sais pas si c'est une bonne question. J'arrêtais pas de me dire, mais attends, mais quand tu vois que l'argent, ça fait... Enfin, tu sais, ça rend l'humain, on va dire, méchant. Parce que, vas-y, l'argent, ça te rend égoïste, tu penses qu'à ça. Et je me dis, mais l'argent, ça a été créé quand, en fait? Quand est-ce que ça a été créé? Même lui, là, il parle des gens avec l'argent et ils sont comme aujourd'hui. Donc, ouais. Quand est-ce que ça a été créé? Est-ce que ça n'a pas été créé pour qu'on devienne con, tu vois? On a toujours eu en nous l'envie de vouloir posséder ce qu'on n'a pas et de vouloir, tu vois, avec cette sentiment de convoitise, on a envie d'obtenir ce dont on manque. Et c'est vrai que la société a un peu travesti ce comportement humain en créant constamment de nouveaux besoins et des besoins dont on n'a pas la véritable nécessité. Et du coup, pour pouvoir y répondre, on se met à courir et à fantasmer sur à quel point notre vie serait meilleure si on possédait ces biens. Mais une fois qu'on les obtient, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais je pense que tout le monde l'a pu le remarquer, obtenir le bien, ça te procure sur le coup un sentiment agréable, c'est vrai, on va pas le nier, mais 2 jours après, c'est fini. 2 jours après, tu penses déjà au prochain bien que tu vas aller chercher et que tu vas convoitiser. Enfin, que tu vas... Moi, j'observe souvent ça chez le genre féminin. Ah. Non, c'est pas pour... Parce que moi, je vois ça déjà avec ma femme, tu vois, déjà. Ouais. Je vais te donner un exemple. On a un tapis d'éveil. On l'a eu gratuit. Toi aussi. T'as eu un tapis d'éveil. Oh ouais. Mais après, elle a racheté un. Ouais. Alors qu'on en avait un déjà. Gratuit, tu vois. Ouais. T'entends des phrases du style, genre, on n'a pas trop de sous et tout, mais tous les jours, il y a un nouveau colis qui arrive. Ouais, ça c'est fou. On prend pas le délire, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pensé à ça. Après, c'est un avis perso parce que voilà, c'est.
c'est dans ma vie perso après, aussi. Mais on pourrait te donner le côté, oui, mais c'est un nouveau-né, donc il lui faut ouais, mais il n'y avait pas que ça, c'était comme de ça la déjà. nouveauté. Ouais. Vous n'êtes pas en mode... ouais, parce que la seconde main, c'est vrai qu'on entend, bon, sans rentrer trop dans le contexte actuel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents ou de base, ils voulaient constamment du neuf pour les enfants, et maintenant, ils se tendent de plus en plus vers l'occasion. Oui, c'est ça, le nouveau-né, il grandit, donc tu vas lui acheter... c'est comme là, j'ai un collègue, il a acheté un pyjama Guess. Mais je lui ai dit, mais t'es un malade, toi, elle va le mettre 4 fois. Et après, Rien c'est que fini. le nom, ça m'a fait rire. Déjà, rien que là, j'ai cru que c'était une vanne. T'as vu Du pyjama Guess. Mais ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas Ouais, non, un mais... pyjama Prada aussi, tant qu'à faire. Ouais, mais laisse tomber. Et ça devient une Le truc influenceuse et hyper tout. fondamental, tu vois. Tu sais, je vais chez Action tous les jours, mais je mets un pyjama Prada, donc c'est cool. Tu vois, c'est logique. Tout va bien, j'ai envie de te dire. Putain, c'est tellement réel ce que tu viens de dire. En fait. Il n'y a pas de problème. Mais C'est comme les mecs qui sont là à s'acheter des putains de caisses et qui vivent dans un vieux studio et qui ils mangent que des pâtes. Ah bah oui, oui. Oui, on en connaît, hein, c'est souvent... Ouais. Mais oui, c'est les possessions qui possèdent les hommes au final. C'est ça. Mais c'est pour ça que la question, quand je posais l'argent, ça a été créé quand? Est-ce que ça n'a pas été créé pour qu'on devienne comme ça, justement? Parce que c'est bizarre. Bah, je pense que c'est comme tout, hein, c'était pas pour nous ça... contrôler et qu'on pense qu'à ça. Parce que plus tu as de richesse, plus tu peux faire des trucs. Enfin, plus, on va dire, c'est comme si tu peux avoir plus de choses. Et plus tu as de choses, plus les gens, ils sont attachés à leurs choses. Mais Bah, justement, dire, c'est comme si... c'est le gros avantage de l'argent. C'est que Ouais, c'est mais le liquide, truc, c'est que le pire, c'est que donc les t'as gens, pas ils besoin aiment de te bien séparer d'un de tes biens parce qu'avant l'argent, la monnaie fiduciaire, bah, t'avais le système de troc. Donc tu devais te séparer d'un de tes biens pour obtenir un autre bien. Et l'argent, ça a permis d'enlever ça. Ça a permis de mettre une espèce d'interface entre mes biens et les biens des autres pour pouvoir ne pas avoir à perdre ses biens et pouvoir juste transférer de l'argent c'est... Moi, j'ai un autre exemple. Une fois, t'étais là, je crois, ce jour-là. Je sais plus si t'étais avec moi même. Dans la voiture, tu sais, quand on était allé au parc Astérix, là. Ouais. En gros, on devait payer le parking. Et là, bah, t'as mon beauf. Il a sorti son portefeuille et là, il a fait exprès de sortir tous ses billets, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ouais, l'humain, il est obligé de montrer qu'il a de l'argent. Ouais. C'est un délire, ça aussi. Ouais. Ça, c'était comme si c'était une preuve de supériorité, en fait. Ah ouais? Ouais, moi, c'est comme ça que je le ressens de la plupart des gens. Ouais. Quand ils sont obligés de dire, ouais, moi j'ai ça, j'ai ça chez moi, moi je suis acheté ça, ou qui s'habille tout en marque. C'est comme s'ils disent, ouais, t'as vu, moi je suis comme ça, et toi, regarde, tu vas à Primark, toi. Tu vois? Ouais. Ou c'est comme t'as dit, genre le mec il va à Action et l'autre il va je sais pas où, tu vois. Alors que justement dans le texte de Sénèque, ce qui démontre, c'est que tu peux avoir de l'argent, mais il faut rester humble. Faut que tu sois sage, faut pas que tu sois attaché, tu vois. En fait, faut pas te laisser manipuler l'esprit par l'argent. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu regardes aujourd'hui, on est tous obnubilés par ça, quoi. Ouais, mais de toute façon, est-ce que c'est pas aussi à cause de tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce que plus on avance, plus c'est pire, tu vois, avec tous les trucs d'influenceurs et tout, les téléréalités, les gens ils croient que tu peux te faire de l'argent facilement comme ça. Tout ce qu'ils veulent faire, les gens, c'est se montrer, faire des codes promo, et après les gens ils croient que ils sont riches. Bah, c'est surtout ceux qui promeuvent ça qui se font de l'argent. C'est pas. Ouais. C'est surtout ça. C'est le marketing d'influence, hein. De toute façon, c'est... Dans l'extrait que tu as mis par rapport au premier texte que tu avais mis, si tu veux le lire, oui, donc, ce que veut dire Sénèque dans ce passage, c'est de dire que la valeur d'un être humain, elle ne se définit pas en fonction de tes biens. Donc, c'est-à-dire, t'es pas forcément une personne bonne ou mauvaise
en fonction de l'argent que tu as. Si t'as pas d'argent, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de bien ou de mauvais. Si t'as beaucoup d'argent, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de bien ou de mauvais. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment c'est une chose qui a parfois trop tendance à être mis d'ailleurs dans le débat public. On en avait parlé la dernière fois, mais tu vois, l'idée selon laquelle les gens qui n'ont pas d'argent sont facilement vertueux, alors que ceux qui ont de l'argent deviennent forcément des gens mauvais, c'est une idée qui est complètement fausse. C'est ça, il faut arrêter de croire que... justement, c'est parce que les gens qui ont peu d'argent n'ont rien d'autre qui se prévalent d'une espèce de vertu en jugeant les autres. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ont de la vertu en eux. Ouais. C'est deux choses différentes. C'est facile de venir juger qui tu veux et tout, et pour pouvoir se rassurer. Et justement, comme on le verra on l'a dit tout à l'heure, mais c'est l'un des passages sur lequel on est passé et qu'on a pris en note. Mais tu vois, c'est quand l'idée, c'est que quand Sénèque dit « Vous regardez les boutons des autres alors que vous êtes couvert d'ulcères ». C'est comme si quelqu'un se moquait d'une tache ou d'une verrue sur un corps magnifique en étant soi-même dévoré par une gale féroce. Ou il prenait aussi l'exemple de la personne qui est en train de rigoler de ce que vit un protagoniste dans une scène de théâtre, qui lui arrive une grosse galère, alors que lui n'est même pas au courant que sa propre maison est en train de brûler ou de se faire cambrioler. Et donc, il se réjouit presque du malheur de l'autre, ou en tout cas, il s'amuse à le critiquer, mais il se rend pas compte que lui-même, il est en souffrance, il est lui-même rongé par le vice, et il s'en rend pas compte. Et c'est pas que quand il va rentrer, il va pas être bien, quoi. Ouais, et puis là, il va faire il va accuser le coup. Mais alors qu'il centre sa vie sur le jugement et le ressentiment. Et donc ça, c'est quelque chose qui va forcément te rendre esclave de tes pulsions et de tes ressentiments. T'es hors de la vertu quand tu fais ça. Bah c'est ça, en plus tu le vois. Aujourd'hui, on va revenir sur les influenceurs, mais c'est exactement ce qui se passe. Tu prends juste leur exemple. Les gens, ils sont en admiration devant leur vie, et quand il leur arrive une merde, ils sont heureux. Oui. Ils sont contents qu'il leur arrive une merde parce qu'ils se disent moi j'ai pas. Et ils ont une vie de rêve, mais tiens, bien fait pour leur gueule. Ils font que de nous montrer leur vie de rêve. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plein d'influenceurs. Notre esprit, il est facilement manipulable. Il y a plein d'influenceurs dont on montre le mauvais aspect facilement, comme quoi. On prenait l'exemple, je crois que c'était dans les lois du pouvoir, je vais bien ramener Dylan Thierry parce que il me fume, mais il n'y a pas que des Dylan Thierry en tant qu'influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont un sens moral, un sens éthique, qui veulent juste faire leur business. C'est des gens qui partaient d'en bas, effectivement, qui n'avaient pas forcément la meilleure éducation, le plus de moyens, mais ils se sont dit comment je vais faire pour faire mieux avec ce que j'ai. Et tu vois, t'en as qui arrivent... C'est marrant parce qu'ils arrivent, par exemple à Dubaï, ils arrivent aux mêmes endroits que ceux qui sont... c'est un peu... Dubaï, c'est un peu ça, c'est un peu frappant. C'est qu'il y a un peu tout et n'importe quoi là-bas. Il y a des gens qui sont très bien, comme il y a des gens qui sont des énormes pourritures. Et c'est marrant de voir que tout ce monde-là se rassemble et que nous, on observe ça de loin et on s'amuse à émettre des jugements sur eux alors que... eux en ont rien à faire de ce que nous pensons d'eux, et surtout eux ils savent très bien où ils en sont, ils savent très bien ce qu'ils ont fait, ils ont même pas besoin de nous pour les juger en vérité parce qu'ils le font déjà eux-mêmes. Les influenceurs c'est leur nouveau boulot, c'est un boulot, enfin c'est pas oui quelque part si c'est un nouveau boulot au sens moderne, c'est un métier qui a un peu toujours existé, hein. D'ailleurs on en parlait dans les lois du pouvoir et puis dans d'autres épisodes, c'est quelque chose qui a toujours existé, le fait de véhiculer de l'influence. Après, que ça se fasse de manière aussi assumée avec le terme influenceur, ça ne s'était jamais vu, mais c'est vrai que... Ah oui, non mais... faut que ça explose. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est même si tu veux... Si tu veux être riche, dis que t'es riche, reste toi-même. Te laisse pas influencer par l'argent. Reste humble. Dis-toi que c'est que du matériel.
et que le jour où tu vas mourir, tu vas retourner à la poussière et tout ton matos, il ne te sert plus à rien. C'est fini. Ouais, c'est Donc, ça. et si tu t'attaches en plus, si t'arrives des merdes, tu vas être pas bien du tout. Tu vas partir en dépression et tout. Oui, c'est ça. C'est que ça ne t'est jamais acquis, ça t'est jamais garanti. Tu peux très bien, tout peut s'arrêter demain et il Le faudra pire apprendre à même, vivre c'est sans. que l'argent d'aujourd'hui, c'est pas du vrai argent. C'est des billets, c'est des feuilles qui sont imprimées. C'est une imprimerie, le truc. C'est pas de l'or. T'as pas un lingot d'or, t'as une feuille. Oui, Donc, oui. Après, de toute façon, c'est un peu... ouais, ça revient un peu au même, à moins que le système s'effondre complètement, mais on va dire que ça te permet d'acheter des trucs, ça te permet d'accéder... oui, ça c'est sûr. C'était juste pour essayer de se mettre dans la tête que c'est un bout de papier et te laisse pas monter la tête, quoi. Ouais. Puis on a aussi un passage où Sénèque fait un peu une distinction au niveau des vertus, entre les vertus qui nécessitent plutôt la tranquillité de l'âme. Donc c'est plutôt les vertus comme la libéralité, tempérance, la mansuétude, qui sont plutôt sur une pente semblable à une pente descendante, puisqu'en soi, le seul enjeu ici, c'est de les canaliser, alors que les vertus, comme le courage, alors pas la témérité, persévérance, la détermination, elles, il faut plutôt au contraire les pousser. Ce que je veux dire, c'est qu'elles vont plutôt te pousser à travailler dur et à faire beaucoup d'efforts. Alors que les autres, on est plutôt dans une logique où il faut être dans la tranquillité, il faut plutôt les canaliser. Et à la mesure de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, il préfère une maison luxueuse plutôt que vivre sous un pont, il préfère aussi les vertus qui demandent peu d'efforts à celles qui en demandent beaucoup. C'est ça en gros l'idée. Et que c'est une volonté naturelle. Tu vois, c'est surtout ça. Quoi. Oui, voilà. Mais l'idée, c'est pas c'est pas surtout de devenir... de rentrer dans une espèce de phénomène passionnel avec la vertu, où ça obscurcit tout le reste. Parce que je pense qu'il y a aussi un chemin où justement tu sacralises l'une de ces vertus-là, donc qui demande du sang et de l'effort, et elle compte plus que tout le reste, et tu finis par plus te rendre compte de tout ce qu'il peut avoir d'autre dans la vie. Tu vois, tu passes ta vie à être dans le courage. Alors le courage, c'est une vertu, une qualité qui se perd un peu aujourd'hui, et mener une vie empreinte, teintée complètement de courage, ça peut vite t'amener, ça peut t'amener dans des endroits vraiment, vraiment fous, mais ça peut aussi te mettre des gros coups. Donc, d'où l'importance d'être capable un peu de le canaliser. Ouais. Même s'il dit qu'il préfère faire des choses qui contribuent au moindre effort, c'est au moins il l'assume, tu vois ce qu'il dit. Il sait que lui, il a pas envie de faire des efforts, quoi. Ouais, il dit, c'est même pas qu'il a pas envie, c'est qu'il préfère. Pour moi, c'est un peu une logique de retour sur investissement quelque part. Plus il y a des vertus qui sont faciles et qui demandent peu et qui t'apportent beaucoup, et il y en a qui t'apportent beaucoup, mais il faut énormément travailler pour les obtenir. Après, je pense que lui, c'était plus tout ce qui est physique, parce que quand même, le mec, c'était un penseur incroyable, tu vois. Il allait loin pour penser quand même. Ouais. Dans toutes ses idées et tout, il a dû faire beaucoup de recherches, il a dû poser plein de questions. Il a bien travaillé, on va dire. Ouais. Je pense qu'il était plus sur le travail mental que physique. Ouais. Peut-être que, ouais, effectivement, c'était peut-être pas trop difficile pour lui, on va savoir. Toi, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas tous ses livres, pas tous ses écrits, ouais. Mais c'est un de ceux quand même dont on a le plus de contenu, avec Épictète et Marc Aurèle.
Mais moi, vraiment, à chaque fois que le truc que je trouve intéressant, c'est le parallèle entre leur époque et aujourd'hui, il dit des trucs qui se passent toujours aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui me choque, enfin, tu sais, qui est impressionnant. Ouais. Tu dis, il y a toujours ça. Ils font des livres comme ça pour essayer de t'apprendre à te modérer, à être plus humble et être peut-être un peu plus spirituel même. Bah, ça marche pas. Oui, parce que moi, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Socrate, lui, n'écrivait jamais rien. Enfin, je pense que c'est une des raisons. C'est que lui, il pense que la philosophie, ça se vit et ça se pratique, ça s'apprend pas dans des livres. Tu peux lire tous les livres que tu veux, t'auras jamais si tu ne le mets pas en pratique, bah, tu n'avanceras pas. Tu seras toujours au même stade. Tu vas toujours continuer à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Parce qu'à un moment donné, les livres, ça va 5 minutes, mais en fait, c'est bien d'y revenir une fois que tu as pratiqué et que tu as expérimenté et que tu as quelque part déjà fait l'enclenchement inconscient par ton cerveau et qu'ensuite tu te rends dans le livre et tu as la confirmation, même la formulation plus intellectuelle de ce que toi, tu avais un peu dans la tête depuis tout ce temps, mais sur lequel tu n'avais pas réussi à mettre des mots. C'est ça le truc. Alors que l'inverse, ça peut être piège parce que si tu reçois un concept de manière théorique que tu n'as pas expérimenté, tu vas avoir envie d'itérer et d'aller toujours plus loin dans ce concept et quelque part dans la branlette intellectuelle, mais aller en profondeur théoriquement va avoir pour effet de t'éloigner du moment où tu vas mettre en pratique et tu vas pouvoir te rendre compte si ça marche, si ça marche pas, et c'est le truc le plus dur, ça, en vérité. Si tu te mets trop d'infos dans le crâne, tu vas être perdu. Tu vas être pas bien, bref. Ouais, c'est ça. Tu commences par quoi ? Tu quoi ? sais même pas par où tu vas commencer, tu sais rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... c'est d'où l'intérêt de pratiquer. C'est pour ça que les philosophes, c'est quand même... tu vas le voir, on a beau apprendre la philosophie au lycée. Moi, pour y avoir assisté aux cours, c'est une vaste blague, hein. Non pas que le prof est mauvais en soi, c'est même pas ça, c'est que les étudiants, les lycéens sont pas prêts à recevoir ça. C'est vraiment... en fait, ils vont... tu leur dis, tu leur fais lire je sais pas quoi, n'importe quel livre, ils vont dire ah mais c'est trop un bouffon en fait, parce qu'il aurait dû faire ça et tout. Mais ils ne s'en rendent pas compte de tu sais, une espèce d'arrogance chez les gens qui ont peu vécu à penser qu'ils pourraient réinventer le monde, qu'ils pourraient réinventer la roue et se dire mais c'est trop bête de faire ça, on devrait faire ça. Et 10 ans plus tard, tu les revois, tu leur reparles de ce même sujet, ils vont faire ah ouais, j'étais con en fait. Ça marche pas comme ça. C'est infiniment plus complexe que ce que j'imaginais. Et c'est ça. Il y a une fougue chez la jeunesse qui est bien, tu vois, parce que c'est moteur d'action. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent dans l'opposition entre la gauche et la droite. Et pourquoi on voit énormément de gens, rarement l'inverse, mais des gens qui passent de gauche à droite, en fait, c'est même pas parce que ils ont dans leur tête eu une épiphanie où ils se sont rendus compte de la vérité. C'est juste qu'en fait, ça se trouve, c'est même au niveau de leur biologie en vieillissant, qui se sont dit « Ah, je veux plutôt conserver l'existant et transmettre, plutôt que sans cesse remettre tout en question, remettre tout à plat. » C'est ce qu'on voit souvent chez la gauche. Tu vois, ça correspond. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui sont à gauche, et quand ils vieillissent, boum, ils switchent à droite. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Ils se mettent à réfléchir. Voilà, enfin, ils se sont mangés des gifles de réalité, et puis voilà, c'est souvent ça. Mais il faut un peu de rêve parfois pour vraiment apporter des changements. Donc, d'où l'équilibre entre les deux. Tu dis que la philosophie, c'est pas simplement de lire un livre philosophique, comme tu as dit, mais un philosophe de base, c'est un mec qui fait que de se poser des questions, de réfléchir à la vie. Donc, et aujourd'hui, on le fait de moins en moins. Vu qu'on est tous devant une distraction. On n'a pas le temps de se poser autant de questions. Et que c'est ça, tu vois, tu ramènes des jeunes qui sont distraits tout le temps dans un cours philosophique qui lisent ça, et ils vont se dire, mais c'est de la merde. Mets-moi Netflix. Ouais, c'est clair. Tout bonnement, c'est ça. C'est si tu veux essayer de comprendre des trucs, essaie de te poser toi-même des questions avant, et après tu iras lire de la philosophie. Je pense que c'est comme ça. Ouais, et puis faut
faut vivre, faut pratiquer, faut vraiment... c'est ça. Faut être mis justement face à ces principes et voir si tu es capable de les appliquer ou si la situation va te dominer. Ouais, est-ce que c'est de plus en plus dur parce que le monde il est de plus en plus matérialiste? Est-ce que ça va pas être trop dur maintenant? C'est tout l'enjeu. Telle est la question. Moi, je pense qu'on a tout dit. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des trucs à rajouter ou d'autres exemples? Non, je pense que c'est bon. Hein. On a fait le tour. Hein. De toute façon, c'est un livre qui certes est incomplet, mais donne déjà une matière à penser, à réfléchir et à s'interroger sur la manière dont on peut vivre sa démarche stoïcienne, on peut dire, mais même d'une personne en quête vers le bonheur. Et il y a vraiment je pense qu'en s'auto-critiquant ou en prenant les arguments de ces contradicteurs pour se justifier, il a permis de donner des clés de compréhension sur comment lui perçoit le stoïcisme. Et donc pas rester dans cette idée de oui, effectivement, parce que on fait le procès constamment de ça, du stoïcisme. Oui, mais t'es stoïcien, mais pourquoi t'as des possessions, pourquoi t'as des richesses? Mais tout l'enjeu, c'est qu'est-ce que j'en fais, quel lien j'entretiens avec elles, si demain ça disparaît, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne définit pas mon souverain bien. Ça ne rentre même pas en ligne de compte. Mais après, moi, j'ai un autre exemple juste pour la fin, pour finir, pour que les gens ils comprennent bien ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, quand tu vois des employés, des salariés et tout, la plupart, c'est quoi qu'ils détestent le plus quand ils vont au travail? Enfin, dans leur travail, qu'est-ce qu'ils détestent le plus? C'est même pas le travail en lui-même, c'est les patrons. Ouais. Tout le monde déteste les patrons. Ils sont tous là à dire ouais, s'il a autant d'argent, pourquoi il monte pas mon salaire? Pourquoi il fait pas ci? Pourquoi il fait pas ça? Ouais, c'est des connards, c'est des trucs. Mais il paye 2 fois plus que toi. Ton salaire brut, je crois que c'est quoi? Il donne beaucoup plus que toi tu donnes. Ouais. Et déjà, il te donne un emploi et tout, mais je sais pas pourquoi les gens ils détestent les patrons. Tu vois, ça c'est un truc de ouf. Mais ils sont pas assez empathiques, ils pensent pas, ils se mettent pas à la place du patron. Donc lisez La vie heureuse. Moi, je sais pas si tu vas apprendre à te mettre à la place de ton patron, mais... Bah non, mais c'est pour dire les gens, ils ont tous une idée ils détestent. On va dire, bah c'est comme là, tu vois, dans le livre, ils détestent Sénèque parce qu'il est riche. Oui, il a de l'argent. Parce qu'il vit pas. Là, c'est pareil. Il vit pas en accord avec ses principes. Il fait des leçons de morale, alors que lui, d'où il est, c'est facile de faire ses leçons. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce que tous les hommes politiques font. Ils disent un truc ils disent des trucs de comment il faut vivre alors qu'ils le font pas eux-mêmes. Ouais. C'est un délire quand même. Bon, je sais pas si l'exemple était parlant par rapport au patron, mais je sais pas, j'ai eu cette idée juste avant la fin. Je me suis dit bon, ouais, on va se lancer là-dessus. Ouais, bah de toute façon c'est un peu une ouverture vers. On verra ce qu'on traitera après, mais en tout cas, je pense que c'était intéressant d'avoir ce podcast, donc cette série d'épisodes centrés sur ce livre, pouvoir y revenir, pouvoir lire les différents même pour passages. Nous, ça nous fait du bien. Ouais, c'est ça. C'était clairement. Tout partait de l'idée du mail qu'on avait reçu là, et dont on s'est servi un peu comme rampe de lancement pour aller dans le livre pour de vrai et voir ce qu'on peut en tirer. C'est qu'un des livres parmi tant d'autres, ceux qui existent de Sénèque. Il en a écrit plein d'autres qui ont été retranscrits sous forme de livres, mais des correspondances, des lettres qui sont aussi assez intéressantes. Il y a vraiment de quoi faire en termes de contenu. Et puis même, il y a aussi les illustres Marc Aurèle et Épictète. Donc, c'est des pistes qu'on peut explorer pour des prochains épisodes, prochaines séries. Donc, c'est ça. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des livres à nous conseiller, à nous proposer même, si vous voulez qu'on fasse un podcast dessus. Et sur ce, j'espère que la lecture du livre vous a plu. Si vous avez effectivement des suggestions à nous faire, des pistes d'amélioration, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires, vous avez le mail. Donc, si vous avez besoin,
Je rappelle d'ailleurs le miradorpodcast@gmail.com que vous retrouverez en description. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode sur 48 lois du pouvoir ou sur... qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment sur le feu? Joe Dispenza. Joe Dispenza. J'ai fini d'écrire chapitre 3. Voilà. On pourra le tourner. Ou peut-être encore autre chose, qui sait. Ouais. Donc, on vous fait la surprise. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao à tous.